Merci à vous d'être venu pour écouter cette conférence. Je voudrais aussi remercier la ville de Paris, son comité d'histoire et notamment Marie Hénier pour l'organisation de ce riche cycle sur un thème qui est assez peu souvent abordé, en tout cas de manière aussi large. Dans le temps, vous allez voir, on va aller très, très loin dans le début du 19e. Et donc c'est l'opportunité pour moi de vous présenter une recherche en cours sur les prémices de l'architecture sportive contemporaine dans le temps très long, ces 2 siècles. Et aussi, j'en appelle à votre indulgence pour la première présentation des fruits de cette recherche, qui est toujours en cours, et dont je suis sûr qu'elle pourra profiter de vos enrichissants retours et questions. J'espère que, enfin, je vais tâcher de raccourcir mon propos pour répondre à vos questions, puisque vous verrez, on verra beaucoup d'éléments qui posent peut-être des questions auxquelles je ne pourrais pas répondre, parce qu'il y a une masse d'informations considérable. Et donc avant d'entrer plus avant dans notre sujet de cette architecture moderne gymnastique, c'est très important les guillemets puisque c'est une expression de Francisco Amoros, revenons tout d'abord sur la définition de la gymnastique au début du XIXe siècle. Selon un dictionnaire qui est déjà ancien au début du XIXe, le dictionnaire de Trévoux, qui cite également l'encyclopédie de Diderot d'Alembert, la gymnastique est l'art d'exercer le corps. La lutte, la course appartiennent à la gymnastique. La gymnastique comprenait tous les exercices du corps. La course, soit à pied, soit à cheval, l'escrime, le disque ou le palais, la paume, l'exercice de la lance, etc. Aujourd'hui, nous pouvons y ajouter le mail, le ballon, le volant, la danse, la promenade, etc. Vous voyez, c'est sans limite. Ça continue d'ailleurs. On ne faisait point ces exercices nus du temps d'Homère. On avait toujours un caleçon. On ne commença à s'en passer qu'à la 32e Olympiade, et ce fut un nommé Orsippus qui en introduit la coutume, car ayant été vaincu parce que son caleçon ou son campestre se défit et l'embarrassa, il n'en prit plus, et les autres l'imitèrent dans le suite. J'ai gardé cette anecdote parce qu'elle me paraît importante et qu'elle se réfère surtout à l'étymologie de la gymnastique, qui est bien la pratique des exercices physiques nus. Dans le dictionnaire généraliste de référence de la première moitié du XIXe siècle, celui de Boist, que j'ai pris quasiment au hasard, Trévoux n'est pas renié, alors que c'est un dictionnaire qui a déjà 70 ans, mais on voit une légère évolution entre ces éditions de 1803 à 1851. En effet, dans l'édition de 1803, la gymnastique est simplement l'art d'exercer le corps. Et on précise au milieu du siècle que les raisons pour lesquelles on exerce ce corps, pour le fortifier, lui conserver ou lui rendre la santé, le rendre propre à la guerre. Vous voyez 3 manières de faire de la gymnastique. Les références architecturales sur la gymnastique, elles sont celles d'un Vitruve, dont le texte, qui est très célèbre depuis la Renaissance et réinterprété graphiquement, donne ce type d'illustration d'un gymnase type. Vous voyez, le même texte peut vous donner cette interprétation ou cette autre, à l'alternance entre des bâtiments et des espaces découverts que l'on pourrait qualifier de jardins, des portiques. Ces représentations se trouvent parfois dans les mêmes ouvrages qui n'hésitent pas à mêler de la théorie de l'architecture, des antiquités et des réalisations modernes. On peut aussi citer cet exemple sur lequel on reviendra, où on voit un stade. Et ce stade, c'est bien cette tradition antique qui fixe également une mesure idéale d'un stade de 600 pieds. Nous verrons la place qu'a tenu ce standard durant toute notre période d'études. Vous voyez un stade d'Amoros sur la droite. Comme dans l'Antiquité, au XIXe siècle, la valeur de ce pied varie en fonction de l'espace, en fonction du temps. Mais on peut retenir une règle qui a été promulguée en 1812 de 3 pieds pour 1 mètre. Amoros lui-même, vous le verrez, ne respecte pas toujours ce qui a été promulgué par Napoléon. Alors ce goût de l'antique, il nous est également connu par la peinture. Et je ne voudrais prendre qu'un exemple pour illustrer l'un des buts de la pratique gymnastique dans le monde des beaux-arts.
Il s'agit d'un passage de la monumentale monographie de Delécluse sur le peintre David et son entourage, et qui a été récemment réédité. Je cite donc « Tel était le cercle de pensée dans lequel l'esprit de David s'agitait en composant son tableau de Léonidas. Lorsqu'il eut posé les fondements de ce nouveau travail, il vint encore réclamer l'assistance de ses élèves pour l'aider à en tracer l'esquisse. L'exercice de la natation était fort à la mode alors à Paris, et parmi les élèves de David, il y en avait plusieurs qui s'y distinguaient. Ce goût assez général se liait avec celui que les fêtes publiques et l'amour de l'Antiquité avaient inspiré pour tous les exercices gymnastiques et athlétiques. La plupart des jeunes gens qui fréquentaient les bains publics ou faisaient des parties de natation sur la Seine entre les ponts de Paris étaient tout aussi connus par l'élégance de leur nature et l'agilité de leurs mouvements que par les traits de leur visage. Les élèves des écoles de peinture se distinguaient entre tous, et dans l'atelier de David, on comptait plusieurs jeunes gens remarquablement beaux et agiles. David profita tout à la fois de cet avantage et de leur complaisance pour tracer, d'après une douzaine d'entre eux, le groupe du tableau des Thermopyles, qui se compose de divers personnages peignant leurs cheveux, agrafant leurs chaussures ou présentant des couronnes de fleurs près de celui qui écrit sur le rocher. Alors une fois n'est pas coutume, au-delà de la discipline gymnastique, nous allons aborder la figure de Francisco Amoros, dont l'hagiographie veut qu'il soit le pivot de la gymnastique moderne en France en ce début de XIXe siècle. Et à travers lui, nous verrons comment se dessinent peu à peu les éléments architecturaux nécessaires à une pratique physique qu'il veut renouveler. Nous verrons surtout qu'il ne fut pas le seul à œuvrer pour le renouveau des pratiques physiques et qu'il convient de se souvenir plutôt de l'esprit du temps que de ramener sans cesse des pratiques physiques complexes à la figure d'un homme dont la biographie ne l'est pas moins. Quelques mots rapides de sa biographie. Néanmoins, le colonel Francisco Amoros naît dans les environs de Valence en 1770. Il meurt à Paris en 1848. Ce sera la fin de notre période de présentation. Il est souvent présenté comme le père de la gymnastique française, comme on le fait en Allemagne. C'est assez peu sensible en France, mais Friedrich Ludwig Jahn, qui a à peu près la même temporalité, la même période de vie, est très connu en Allemagne. Je ne sais pas si vous aviez déjà entendu parler de Francisco Amoros avant ce soir, mais c'est au même niveau. Et on va beaucoup parler de son manuel d'éducation physique, qui a été publié en 1830 dans le cadre de la collection Roré, et qui a pu être réédité il y a quelques années. Il était très célèbre au début du XIXe et a été moqué par Flaubert ou les frères Goncourt, par exemple, dans le cadre d'un dédain qui est assez traditionnel de l'intellectuel sur les pratiques du corps. Et surtout, ce que je voudrais vous montrer ce soir, c'est le rôle des réseaux d'Amoros, et des réseaux politiques, militaires, éducatifs, mais surtout ce soir artistiques, pour la conception de ces espaces de pratique physique qui devaient rappeler les préceptes antiques sur l'éducation des corps et témoigner des réflexions du gymnasiarque sur sa méthode. Alors, les historiens du sport, les sociologues, les historiens de l'éducation ont beaucoup travaillé sur cette figure et sur ses méthodes. On dit de lui qu'il était gymnasiarque. C'est là aussi un terme antique, c'était un grand prélat de la cité. En revanche, à ma connaissance, personne n'a encore jamais interrogé les installations elles-mêmes, leurs concepteurs et leur place dans la ville. Il y a une exception notable. En 1913, un médecin, le docteur Jean-Philippe, son patronyme étant Philippe, signe dans la revue pédagogique, toujours, les gymnases d'Amoros à Paris. Alors, dans cet article, il évoque un gymnase des institutions pédagogiques du début du siècle, et évidemment le gymnase de Grenelle, mais très curieusement, vous verrez qu'il n'aborde pas le tout dernier établissement que l'on verra, un établissement privé qui est celui de la rue Jean Goujon. Enfin, donc, j'appuierai ma présentation sur deux éléments déterminants. Les archives de la Société libre des beaux-arts, qui sont conservées à la Bibliothèque historique de la ville de Paris et qui sont encore inédites dans la plus grande partie d'entre elles. Et je m'appuierai aussi sur l'accès renouvelé aux périodiques de l'époque qui permettent d'approfondir des informations qu'on pouvait déjà trouver en 1984 dans une exposition déjà de la ville de Paris qui avait été présentée dans 2 hôtels de ville et qui s'intitulait « 2 siècles d'architecture sportive à Paris »,
piscine et gymnase. Et vous verrez aussi beaucoup de clichés qui sont issus des collections de cette maison et qui sont disponibles sur Internet, notamment les plans parcellaires. Alors, on tentera donc de voir quel a été le rôle de l'architecture dans la structuration de la discipline gymnastique en France à l'époque d'Amoros. Quelle innovation il a pu promettre dans ce concept d'architecture moderne gymnastique, comment il a été jusqu'à inscrire la gymnastique comme l'un des beaux-arts dans le cadre de cette société libre. Et on verra plus pragmatiquement, dès maintenant, comment il tente d'adapter l'idée antique du gymnase à la réalité d'un Paris en pleine transformation durant ces années de la Restauration de 1815 à 1848. Donc, pour commencer, après ces gymnases antiques, voyons très rapidement deux gymnases de l'Ancien Régime. L'un est l'institution Verdier, qui était non loin du Jardin des Plantes, et une autre institution que l'on va dire révolutionnaire, qui s'appelait les Jeux gymniques, toujours en référence à des pratiques antiques. On connaît bien les Jeux olympiques, mais vous savez qu'il y en avait d'autres. Alors ici, on est sur l'institution Verdier. C'est très difficile à localiser, mais sur le plan de Turgot, le nord est en bas de l'image. Hein. Vous voyez que les images sont tête bêche, mais on reconnaît bien le labyrinthe. Cette pension était vraisemblablement installée dans l'une de ces maisons, qui a été rachetée assez vite par Buffon, qui a étendu les propriétés du jardin du roi pour venir récupérer cette pension. Ce que je veux vous montrer par ces images, et ce plan parcellaire qui est un peu plus tardif, où les maisons, vous voyez, sont ici en bleuté et sans doute en voie de démolition ou de disparition, c'est l'importance du jardin. Et vous verrez que cette forme du labyrinthe, elle a peut-être inspiré les réalisations futures. Et l'autre réalité que je voulais vous montrer dans cet établissement des Jeux gymniques, si le diaporama veut bien suivre, voilà, l'autre réalité qui est celle des Jeux gymniques, c'est celle des monuments historiques, de ces très beaux édifices qui abritaient eux-mêmes des institutions d'exercice physique, de gymnastique. Et donc ici, on a un hôtel dans les très beaux quartiers de Saint-Thomas d'Aquin, pardon. Non, pardon, je vais reprendre mes notes, puisque ici, on est vraiment dans la rue de Varennes, juste à côté du musée Rodin, que vous voyez sur... Alors, excusez-moi, je ne vais pas me laisser distraire par la technique, mais vous voyez en rose, à droite du plan parcellaire, vous avez ce qui est aujourd'hui le musée Rodin, et c'est la parcelle juste après qui est très très longue, et dont le jardin est immense, et permettait des installations gymnastiques que l'on connaît très peu, mais qui alternaient entre une pratique à l'intérieur des bâtiments de cette rue de Varennes, ce qui est aujourd'hui le ministère des Relations avec le Parlement, et des exercices dans le jardin. Voilà, donc je ne m'étends pas plus longtemps. Vous avez une vision un peu plus lointaine. Bon, vous avez entreaperçu, vous savez s'il y a une solution pour éviter ce... Alors, est-ce que je retente? Voilà, là vous avez la vue des jardins, pas d'installation gymnastique, c'est plus tardif. Et vous voyez cet hôtel en place. Alors, ce que vient apporter Amoros, c'est une méthode et des machines et des instruments que l'on va tenter de voir assez rapidement. Ce qu'il construit dans sa méthode, je vais pas m'étendre là-dessus, mais tout à l'heure, vous avez entendu, alors maintenant ça défile tout seul, il y avait la gymnastique médicale, la gymnastique militaire, et la gymnastique qu'on peut qualifier de divertissante. Amoros raffine et précise que cette réunion de branches et d'exercices est ce qui constitue la science de la gymnastique générale, de laquelle ressortent plusieurs gymnastiques spéciales qu'on peut diviser en gymnastique civile et industrielle, gymnastique militaire terrestre et maritime, gymnastique médicale ou encore gymnastique scénique ou funambulique. Et chaque fois, il raffine dans son manuel. Il y en a comme ça plusieurs milliers de pages et 90 planches. Donc j'ai souhaité vous en montrer quelques-unes et vous
montrer certaines d'entre elles. Donc ici, c'est ce qu'il appelle, par exemple, les mâts verticaux. Vous avez aussi, et vous le reconnaissez sans doute très vite, les chevals d'arçon, les chevaux de voltige, des échelles pour sauter en profondeur. Donc c'était simplement, on sautait depuis ces échelles qui forment trépied. Alors. Ici, un portique. Également les mâts verticaux qui sont striés de différentes manières, que vous pouvez grimper de différentes façons. Il y a plusieurs dizaines de pages chaque fois. Ici des balanciers. La perche à sauter, ça c'est l'un des tout premiers sautoirs que l'on peut connaître et qui serait également une invention d'Amoros, où la particularité c'était que la ligne de saut était retenue par de petits sacs de sable. Et donc vous voyez que la perche était très importante. Il y a des dizaines d'exercices là aussi pour des franchissements de rivières, des exercices qui pouvaient être à la fois civils et militaires. Ici, on peut retenir le cercle de piquets et de galets, donc qui consistait à maintenir en agilité les enfants ou les adultes de tous âges qui pouvaient y participer. Là, vous retrouvez le stade que je vous ai montré tout à l'heure et dont on verra qu'Amoros se plaint de ses dimensions. Et ici, alors je vais essayer d'arrêter le défilement. Voilà ici les cercles gymnastiques, et au centre de ces cercles autour desquels on pouvait courir sans fin, étaient aménagés des vindas qui permettaient de courir en se maintenant à la corde autour du piquet, si vous voulez. Et on voit ici ces très belles planches qui sont conservées au service historique de la Défense et qui ont été numérisées très récemment. Et vous voyez quels pouvaient être les exercices. Alors je vous parlais du saut en profondeur. Il s'agit de cette échelle qui permettait d'être recueilli dans du sable. Amoros passe beaucoup de temps à expliquer la profondeur de sable qu'il faut pour recevoir en fonction du niveau de là où vous sautez. Pareil, quand vous sautiez à la perche, vous atterrissiez dans ce grand bac de sable. Il y a cette perche amorosienne qui est très développée et qui sert à tout et qui vous permet d'attaquer un mur en bon état ou un mur dégradé en cas d'assaut. Vous verrez tout à l'heure comment Amoros comment il réutilise des murs d'ores et déjà dégradés dans ses institutions, mais comment il crée des fronts fortifiés à traverser. Et là, c'est une rivière, ce qu'il appelle une rivière, avec différentes profondeurs, et vous voyez 5 traverses qui permettaient de traverser et de faire des exercices d'équilibre comme ces exercices que nous faisons aujourd'hui à la poutre. Alors j'ai fait des focus sur ce portique et ce que l'on appelle, ce que l'on a vu à l'image, mais je ne tente pas de revenir en arrière, vous le voyez là, ça s'appelle l'octogone. C'est une machine, puisque Amoros les appelle ainsi, très importante, et qui permettait de faire des exercices qu'on qualifierait aujourd'hui de traction à différents niveaux, et aussi des pyramides humaines qui devaient sans doute lui rappeler les tours humaines qu'on peut trouver en Espagne, enfin qui sont d'ailleurs aujourd'hui inscrites au patrimoine immatériel de l'humanité du côté de la Catalogne. Vous vous souvenez qu'Amoros est valencien, donc non loin de là, et il a peut-être pu, enfin en tout cas moi c'est une hypothèse que j'avance, s'inspirer de cela pour créer une structure qui le permette plus facilement. Alors on revoit les mâts et ces portiques. Je ne m'étends pas là-dessus. Alors venons-en maintenant aux institutions scolaires que nous allons voir. On va parler de 6 institutions amorosiennes. 3 sont scolaires et 3 autres sont de divers rattachements. Il y a un beau plan de Paris ici. Et tout à l'heure... Ouais. Alors, le voilà. Alors, je ne sais pas si vous discernez bien les cirons rouges. On va vraiment aller dans tous les quartiers de Paris. On est sur un plan du début 19e pour bien se localiser.
En tout cas, les institutions scolaires sont bien localisées non loin du Jardin du Roi, non loin de cette pension Verdier qu'on a vue au Jardin du Roi tout à l'heure et qui se trouve ici, et qui s'appelle la pension Durdan. Ici, vous avez la pension Villaudon, et on verra tout de suite après l'institution académique des Nations qui se trouve non loin de l'hôtel de Varennes que nous venons de voir. Éventuellement, je veux bien si ça venait à rebloquer parce que... Oui, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, on va parler donc de l'institution Villaudon et Dourdan, deux pensions qui sont rattachées à une société pour l'enseignement élémentaire dans laquelle Amoros s'investit beaucoup et auprès de laquelle il essaye de défendre l'intérêt de la diffusion de la gymnastique dans l'environnement scolaire. Elles font figure d'établissements innovants et ainsi dans la Gazette nationale au Moniteur universel de mai 1817, on peut lire « L'établissement de M. Durdan a ceci de particulièrement remarquable qu'à l'instruction primaire, il joint l'application de la méthode aux études supérieures, application dont il paraît avoir donné en France le premier exemple. » J'ai repris l'adresse de cette institution Durdan et il se trouve que on est sur ce petit bâtiment rose qui est en bas de la parcelle, juste à côté d'un jardin et au sud de la place des Patriarches. Donc c'est probablement voilà, ce jardin qui était utilisé pour les premières cours d'Amoros pour ses élèves en temps scolaire dans ce jardin. Bon, ça c'est un tout petit peu postérieur, le plan est postérieur au texte que je viens de vous lire, mais la réalité devait être proche. Alors, de l'autre côté, à la chaussée d'Antin cette fois, on est à la pension Villaudon, sur la parcelle jaune qui est complètement vide. Donc impossible de vous en dire plus sur ces installations gymnastiques sur cette place. Mais en tout cas, on sait qu'elle est dans le quartier de l'un des 4 plus anciens lycées de Paris, le lycée Condorcet, qui est à 500 mètres de là, qui est alors connu sous le nom de Collège Bourbon, et qui est le seul des 4 lycées parisiens à n'avoir jamais abrité d'internat, et d'où la nécessité de se loger dans le quartier de la chaussée d'Antin. Et c'était l'une des fonctions de cette pension Villaudon. Amoros y dispose pour ses exercices d'un jardin de 100 pieds de côté, soit environ 30 mètres. Il dit « Alors je me suis efforcé d'imaginer des moyens pour agrandir cette enceinte et pour tirer encore plus de parti et établir plus d'exercices que je n'en avais établi rue d'Orléans. » Et en fait, il est dit dans un autre article que l'établissement de M. Amoros est situé dans un trop petit jardin de la maison d'éducation, rue d'Orléans numéro 9, près du Jardin du Roi. Donc ça se réfère à l'ancien jardin. Les élèves y sont exercés, les élèves qui y sont exercés sont ceux de cette pension, quel que soit leur âge. Et enfin, troisième et dernière institution scolaire, la Société académique des Nations européennes, qui était une grande entreprise aristocratique, celle-là, qui n'avait pas de vocation à accueillir les élèves qui étaient accueillis par les 2 précédentes, et qui périclita très rapidement, mais qui va vous rappeler quelque chose, puisqu'elle fait l'usage d'un parc d'une demeure cossue, qui est l'hôtel de Bourbon-Condé, et que vous pouvez voir juste au centre de cette parcelle. Vous reconnaissez la rotonde sur le jardin que l'on va voir immédiatement, voilà, sur cette photo. Donc c'est aujourd'hui un monument historique classé. Il n'y a plus de traces, enfin je n'ai pas trouvé de plan des installations gymnastiques. On sait néanmoins que les élèves s'exerçaient dans une grande allée de 200 mètres de long, sur 9 mètres 325 de largeur, avec des contre-allées et également une chaîne gymnastique. C'est exactement ce qu'on va retrouver tout de suite dans une institution particulière. Je vous ai juste fait ce clin d'œil, puisque dans la cour de l'hôtel de Bourbon-Condé se trouvaient ces bas-reliefs de Clodion, qui ont maintenant trouvé leur place au Metropolitan Museum de New York et également au Louvre. Et vous verrez tout à l'heure, on va retrouver des poutis dans le cadre d'exercices gymnastiques. Et je me demande dans quelle mesure
ça n'est pas une réminiscence de cette pratique dans un hôtel cossu d'Amoros au début de sa carrière. Et je ne voulais pas finir sur ces institutions sans sortir légèrement des murs de Paris pour aller du côté de Saint-Cloud, puisqu'il avait aussi une activité pour les princes. Je n'ai pas réussi à localiser précisément à ce jour le gymnase royal de Saint-Cloud dans l'une des allées de ce parc, mais il faut vous imaginer que Louis-Philippe, enfant, a pu s'y exercer, comme il s'est également exercé au château de Neuilly. Seulement, dans son manuel, dans cet atlas, Amoros sélectionne trois gymnases exemplaires qui peuvent être adaptés pour tout un chacun si vous avez envie d'installer ce type d'installation à demeure, si vous en avez les moyens surtout. Il y a les deux gymnases dont on va beaucoup parler dans la deuxième partie, mais il y a aussi ce gymnase royal. Merci beaucoup. Donc là, je vous ai donné une représentation de l'une des principales avenues. Je ne pense pas qu'il s'agissait du lieu d'implantation du gymnase que l'on va voir juste dans 2 diapos, s'il vous plaît. Alors, donc ça, c'est une vue d'un artiste qui s'appelle Prosper Bacuet de ce parc de Saint-Cloud. C'est un artiste qui était proche d'Amoros et membre lui-même de la Société libre des Beaux-Arts. Donc c'est aussi un clin d'œil. Peut-être qu'en collection publique, on pourrait retrouver des vues de ce gymnase qui est après en plan, voilà, et qui est reproduit dans l'atlas du manuel d'éducation physique, gymnastique et morale. Et vous retrouvez, encore une fois, que ce soit pour les élèves d'une pension ou pour les enfants royaux, les mêmes installations, des mâts horizontaux. Il n'y a pas de passage de rivière aussi, mais il y a des sauts en profondeur sur la gauche, et il y a des cercles gymnastiques continus. Alors, on en vient maintenant à un deuxième gymnase qui est beaucoup étudié, beaucoup présenté dans ce manuel. C'est le gymnase de la caserne des pompiers de la rue Couture Sainte-Catherine. On est en 1820. Et on se trouve là, donc dans le quartier Saint-Paul. Saint-Paul est juste au nord-est de l'image. Et on va parler de l'hôtel qui est à peu près au milieu de l'image. Le jardin qui est plus au sud est celui de l'hôtel de la Force. Mais on va bien parler de cet hôtel de Chavigny. Donc une autre vue qui est... Voilà, vous dire que c'est un monument majeur qui est inscrit monument historique, qui abrite des pompiers. C'est l'une des plus vieilles casernes de Paris. Il abrite toujours des pompiers à l'heure actuelle. La façade sur jardin a connu des modifications par mansart, pas moins, des relevés également de dessins fort nombreux, et des vues de gymnastique sur des cartes postales. Vous voyez ici la collusion des deux réalités architecturales et gymnastiques. Merci beaucoup. Voilà, et je pense que vous reconnaissez assez bien les machines que l'on a pu parcourir assez rapidement sur les gravures. Alors, le plan d'Amoros, je crois qu'il est juste après. On a peut-être d'autres vues. Alors, je vous ai remis la parcelle, la grande parcelle jaune, c'est l'hôtel de la Force qui a été détruit. Et l'hôtel de Chavigny est en plein centre en vert. Le seul problème, c'était de pouvoir localiser le gymnase exactement. Si vous passez à l'image suivante, voilà la manière dont il nous est présenté dans l'atlas. Vous voyez en bas à gauche de l'image une porte. Et en fait, l'un des exercices consistait à tirer un grand câble que vous voyez le long de l'image, qui s'appelle K, je pense, à travers même la parcelle. Et donc, c'est ce qui m'a aidé à orienter le plan. Et si vous voulez jouer au Tetris sur la diapo juste après, vous pouvez voir qu'en fait, toujours aujourd'hui, la caserne occupe la cour et le jardin de l'hôtel de Chavigny, et que vous pouvez y insérer le gymnase, et donc vous avez exactement la forme, et la porte, le passage est toujours adapté aujourd'hui. Vous pourriez faire des exercices, enfin, il faudrait retrouver le crochet et se remettre dans l'état d'esprit des travaux de force de ces sapeurs du début du 19e. Voilà, donc...
Je voulais aussi vous parler d'un document d'archives qui a été fort peu mentionné, un document important pour l'histoire de l'architecture, puisque c'est un avis du Conseil des bâtiments civils du 24 février 1820, qui apporte un éclairage sur les travaux qui doivent être effectués dans le jardin de cet hôtel de grande renommée. Il est intéressant de nommer la réserve de Monsieur de Gisors, qui est un architecte fonctionnaire, l'un des grands décideurs et qui a compétence, enfin qui met en doute les compétences du Conseil des bâtiments civils sur ces installations gymnastiques. Il se demande tout simplement s'il s'agit là d'architecture. Il ne le pense pas, mais il expertise tout de même des devis qu'il connaît bien parce qu'ils font appel au même corps de métier que pour la construction des bâtiments. Alors pour s'adapter à l'exiguïté du gymnase des sapeurs, je vais vous commenter cette photo, c'est très bien. Donc là, c'était juste un petit clin d'œil, puisque au rez-de-chaussée de ce bâtiment très cossu, à l'étage, vous avez des plafonds peints. Je ne vous les ai pas mis, c'est un peu hors de propos, mais en tout cas, le chef de caserne a un très beau logement. Au rez-de-chaussée, vous avez ce petit gymnase intérieur, comme on le connaît aujourd'hui. On ne prête pas tout à fait attention à des installations d'Amoros. Je ne sais pas si sur cette image vous la voyez, mais il y en a une. Si vous passez à la suivante, il y a quelque chose qui n'est pas à proprement parler d'Amoros, mais qui fait la légende des sapeurs-pompiers de Paris, qui est la planche à relèvement, qu'ils doivent pratiquer chaque jour pour bien prouver qu'ils sont aptes au départ. Mais ce n'est pas encore l'instrument d'Amoros, c'est bien celui-ci. C'est la planche d'escalade que vous avez peut-être aperçue tout à l'heure sur la très belle gravure, et qui a été en usage pendant très longtemps. On en a un témoignage sur les cartes postales. Alors j'ai fait un zoom sur le plan lavé qu'on a vu tout à l'heure. Et vous le retrouvez ici à l'extérieur, contre la façade monument historique. Ça n'est pas rien. Les exercices d'équilibre, ça aussi, c'est d'inspiration amorosienne. Vous voyez qu'un siècle après tout ce dont on est en train de parler, on continue les mêmes exercices, et encore aujourd'hui. Alors on m'a dit qu'on n'utilisait plus le piano, ils l'appellent comme ça puisque ça vous détruit les doigts, mais c'est la planche à phalange si on veut. Alors enfin, pour terminer, c'est ça dont je voulais parler. Il crée aussi une machine spécifiquement adaptée à l'exiguïté de cette petite parcelle du gymnase des sapeurs, et c'est une machine composite qui permet d'exécuter les exercices habituellement réalisés sur des échelles ou sur des plans inclinés. C'est une machine 2 en 1, si vous voulez. Et elle a une planche presque entièrement dédiée à elle. Vous voyez aussi qu'on fait usage des armes. Bon, ça c'est en passant, vous verrez comment on les utilise tout à l'heure. Bon, parfois ça marche. Merci Daniel. Alors, j'en viens maintenant à... Je ne sais pas si vous avez des questions, peut-être que je suis passé trop vite sur certains points. On y va sur la deuxième partie, c'est pas trop long. Je voudrais maintenant vous parler des actions d'Amoros pour la défense architecturale de la gymnastique. Là, vous avez vu tout ce qu'il avait pu mettre en œuvre dans les institutions qu'il découvre dans son pays d'adoption. Il se fait naturaliser français par un cheminement d'une complexité sans nom que je vous épargne, mais vous pouvez trouver tout ça assez facilement sur Internet. Il va essayer, dans ses différents cénacles et ses réseaux artistiques et culturels, d'appuyer l'introduction de cette gymnastique parmi les beaux-arts. Et ça commence avec un premier projet de gymnase normal que j'attribue à Pierre-Martin Gauthier, enfin que j'attribue, ça n'est pas difficile puisqu'Amoros le fait lui-même. Gauthier, ça ne vous dit sans doute rien, c'est un architecte troyen qui est tout de même pris de Rome et qui, plus tard, dans le 19e, sera l'auteur de l'hôpital Lariboisière, par exemple. Ce qui vous est sans doute plus connu que ses réalisations d'église dans le département de l'Aube dont il était natif. Il va produire pour Amoros ce gymnase normal, militaire et civil, ou palais de la jeunesse. Du programme d'Amoros, on ne connaît que la proposition de Pierre-Martin Gauthier. Il n'est pas membre de la Société libre des beaux-arts, pourtant il en aurait le profil parfait. En revanche, il était membre de sociétés proches, comme la Société philotechnique, dont il a d'ailleurs été le président, et il a été aussi l'un des fondateurs de la Société centrale des architectes, qui naît en 1840. À l'heure où il propose ce projet,
Il est architecte voyer de la ville de Paris et enseigne l'architecture à l'école polytechnique. Alors sur ce plan, on pourrait le commenter pendant des heures, mais je pense que je vais vous épargner. Je vous montre simplement des petites choses qui m'ont interpellé. Vous voyez la place des bâtiments, la très grande symétrie. Le long parcours qui se trouve en haut de l'image, c'est un hippodrome. Excusez-moi, c'est un bassin. Donc c'est un bassin. Il y en a de deux types. Vous avez le grand bassin avec ses cabines de piscine dans les angles arrondis, avec la possibilité de franchir ce bassin et de s'exercer au plongeon en plein centre de ce long bassin d'été, puisqu'il n'était pas chauffé. Si vous étiez frileux, il y avait un plus petit bassin sur la droite de l'image, et là on retrouve aussi des cabines le long du bassin chauffé. Et ce que je voulais vous montrer, c'est en revanche l'hippodrome qui est à gauche de l'image, le long 8 que vous avez juste au bout de votre doigt, qui est exactement de la même dimension que le 9 qui est de l'autre côté et qui servait aux courses humaines. J'ai trouvé mention dans le manuel d'une remarque d'Amoros qui évoque les pratiques qui se faisaient juste à côté du gymnase normal de Grenelle, dont on va voir plus spécifiquement la localisation juste après. Donc ça, c'est un autre plan lithographique qui représente le gymnase, mais on peut rester là-dessus juste un instant. Et voilà ce que dit Amoros de ce qui se passe sur le champ de Mars voisin. Comment se fait-il que, présentant une si grande importance, les courses des hommes sont si peu protégées, si mal encouragées? Tout Paris, toute la France s'occupe pendant quelques mois de l'année des courses des chevaux, et personne ne pense aux courses d'hommes. Le gymnase normal touche presque au champ de Mars, et tandis que la foule se porte au dernier pour admirer la vélocité des quadrupèdes, notre stade reste presque solitaire, et nos intrépides coureurs n'ont pas quelquefois un seul témoin pour applaudir à leurs efforts courageux, pour apprécier l'importance des résultats que nous obtenons et pouvoir rendre compte à l'autorité de ce qui s'y passe. Quelle différence entre cette froideur et l'enthousiasme des anciens. Allez-y. Alors ça c'est un zoom, excusez la qualité de l'image, mais on est à la bibliothèque historique de la ville de Paris. Bon, je ne reviens pas sur les images, mais je vais vous faire part de mon hypothèse vous pouvez passer les bâtiments, vous voyez qu'il y a un amphithéâtre. J'ai essayé de reporter sur la carte d'état-major, là pour le coup, qui est disponible sur le géoportail, qui vous donne cette petite réglette qui permet de mesurer. Et j'ai reporté la taille du plan du gymnase normal qui est proposé par Gauthier sur le champ de Mars. Et il se trouve, si vous passez à la suivante, que ça colle assez bien, puisqu'enfin, Amoros a besoin, pour faire s'exercer les hommes à l'égal de ceux de l'Antiquité, du fameux stade de 600 pieds qui rentre enfin dans ce champ de Mars et qui pourrait mettre les hommes à l'égal des chevaux. Il va d'ailleurs très loin dans ses textes, c'est assez... Bon, c'est tout à fait dans l'esprit du temps, mais on parle de sélection de la race humaine comme on sélectionne les races de chevaux pour la course. On parlera beaucoup plus tard dans l'histoire du sport, au début du XXe siècle, des pur sang humains. C'est aussi ça le sport, une certaine manière d'eugénisme pour une bonne pratique. Voilà, donc pour me résumer, simplement vous dire que je n'en ai pas trouvé la trace, mais j'ai un peu ce sentiment que on ne savait pas où mettre ce grand projet de Gauthier. Le gymnase normal que vous venez de voir n'a jamais pu s'étendre sur une parcelle aussi grande. Il est resté cantonné à la gauche de l'image à Grenelle que nous allons voir tout de suite. Mais je pense qu'on imaginait l'installer sur ce champ de Mars qui a trouvé toute autre vocation par la suite. Alors ici, on en vient à ce qui a réellement existé dans les deux cas. On est sur la plaine de Grenelle, donc vous la voyez juste à l'ouest, au sud-ouest du champ de Mars actuel, dans un château qui a... un château de campagne dont je connais assez peu l'histoire en fait, mais dont on peut trouver des représentations. À ne pas confondre, dans la deuxième partie du 19e, il y a un autre château de Grenelle qui est souvent confondu. Enfin, il y a des choses un peu curieuses qui circulent, mais c'est la même chose sur l'histoire des gymnases.
Et en tout cas, celui-ci est réutilisé pendant la Révolution comme une poudrerie qui explose et qui va laisser des traces importantes. Et laisser des ruines qui vont être exploitées pour le premier gymnase d'Amoros. Vous voyez, cette parcelle est beaucoup plus petite. Elle est 5 fois plus petite que le terrain voisin du Champ de Mars. Et elle est très connue dans l'esprit des Parisiens pour avoir abrité la caserne duplex. Seulement là, il faut bien vous imaginer qu'on est très avant la construction de cette grande caserne duplex qui occupait toute la parcelle, qui a complètement aujourd'hui été lotie par des bâtiments. On est dans une toute petite caserne au sud de cette parcelle qui ne peut abriter que 200 hommes et que l'on va voir sur la suite des documents. Alors ici, je vous ai remis la longueur du stade. En fait, j'aurais peut-être pas le temps d'y revenir, mais Amoros se plaint en fait qu'on ne donne pas aux hommes les conditions qui étaient celles des femmes dans l'Antiquité, qui disposaient d'un plus petit terrain. Et donc en France, au début du 19e, on était en dessous du standard qui était celui des femmes spartiates notamment, et il trouve ça scandaleux. Il veut absolument revenir sur ces réalités. Donc là, vous avez la place duplex qui est tout au sud de l'image, et vous voyez les petits bâtiments qui subsistent de ces installations, de tout ce qui a pu être détruit pendant l'explosion de 1794 de cette poudrerie qui a fait plusieurs centaines de victimes. Et encore un parc qui est tout de même très dessiné en ce début 19e, et dont on peut bénéficier des aménagements et de l'installation de toutes ces machines. Alors voilà, un autre plan du génie qui mentionne le parc du gymnase. On pourra revenir, si vous le souhaitez, sur certaines des installations. En tout cas, la pratique se fait toujours à découvert et on ne vient dans les salles que pour entendre les consignes de cours qui vont être données, par exemple dans le manège couvert que vous avez à la gauche de l'image. Et en réalité, ça n'est pas Amoros qui nous donne le plan exact, mais c'est l'un de ses élèves qui s'appelle Lenné et qui, beaucoup plus tard, va lever et dessiner le plan, donc qu'on va regarder, mais qui ne vous étonnera pas, puisque vous retrouvez tous les documents, les ruines du château qui se trouvent dans la partie basse, l'extension tout à fait au sud, qui est la petite caserne qui abrite 200 hommes, mais qui n'est pas du tout celle qu'on a pu connaître dans la deuxième moitié du 19e siècle, et l'ensemble des installations gymnastiques que vous reconnaissez maintenant sans doute bien, avec les différents sautoirs, les différents mâts, les différents circuits gymnastiques, et le petit stade qui est sur la droite de l'image. Vous voyez aussi la rivière pour les traverser, et ce qui me rappelle, moi étonnamment, le labyrinthe que l'on a vu au tout début du Jardin des Plantes, qui était celui d'une montagne, montagne de la gloire, il l'appelle ainsi, et qui permettait différents franchissements. Alors ça, je vous épargne la légende, mais si... Donc on retrouve ici les installations. Il n'y a pas de bassin disponible, donc on ne peut pas pratiquer la natation dans ces espaces. C'est un rêve d'Amoros, mais qui n'aura jamais pu voir le jour. Alors, j'aurais dû... Et donc, ce que l'on connaît très bien, c'est les lithographies de Marley dans les tableaux de Paris. Je vous invite ils sont disponibles sur Gallica, c'est un vrai régal. On en a vu au tout début de ma présentation les représentations de natation en bassin et également en scène. Et là, vous voyez sur celle-ci dessiner l'octogone de fort belle manière. Vous voyez les poteaux qui servaient de mâts d'arrivée et de départ, sur lesquels vous voyez 7 et 8 sur la droite de l'image. Vous voyez aussi l'universalité des personnes qui pouvaient se rendre aux exercices. Les jeudis et dimanches étaient réservés aux civils. Les autres jours étaient ceux des militaires. Dans le plan fantasmé, le plan de Gautier, il y avait une stricte séparation entre les installations des militaires et des civils. Et c'est vraisemblablement pas ce qui devait avoir lieu dans les installations de Grenelle. C'était simplement des cycles hebdomadaires. Voilà, donc on peut voir les exercices d'équilibre, de vélocité aussi, c'est comme ça qu'on les appelait pour dire l'endurance.
Et on retrouvera ces installations dans ce dernier gymnase, pardon. Marlet, M-A-R-L-E-T. Et ça s'appelle Tableau de Paris au pluriel. Alors on va terminer sur ce gymnase civil et orthosomatique. Amoros invente ce mot, il le préfère à orthopédique, mais c'est à peu près la même signification de rectitude du corps qui a été beaucoup étudiée par Vigarello, que vous avez peut-être lu et qui s'est intéressé aussi à ces pratiques. Cette fois, c'est un projet que l'on doit à un architecte qui a côtoyé Amoros au sein de la Société libre des beaux-arts et qui s'appelle Thiollet, qui est un poitevin et qui a donné ce type de relevés antiques tout à fait exceptionnels qui sont conservés à Paris ou pour ceux qui concernent Sens, au musée des beaux-arts de Sens. Ici, c'est un monument antique des environs de Sens. Bon, j'ai juste, pour le clin d'œil, voulu vous montrer de quoi il était capable en termes d'élévation, mais ça n'était en rien un gymnase. C'est juste pour vous présenter la qualité du travail du concepteur du gymnase civil, qui est le premier gymnase particulier d'Amoros, qui là se fait déjuger par les institutions et est obligé d'aller se réfugier d'une certaine manière dans un nouveau quartier de Paris, qui est celui qui est appelé François Ier, dans la rue Jean Goujon. Donc là, on est juste avant le sectionnement de cette grande parcelle triangulaire, avec au centre la place François Ier et sa si célèbre fontaine, que l'on voit sur les plans suivants. Vous voyez le cercle, et si l'on zoome sur cette... Alors c'est tout petit, le triangle est tout à fait en bas, mais vous pouvez passer à la suivante. J'ai mis un zoom. Voilà, j'essaye... Ah, c'était... Voilà, parfait. Donc ici, je ne sais pas si vous parvenez à lire, mais au bout du rond-point de l'impasse de l'allée d'Antin, vous avez le gymnase Amoros qui est mentionné sur la parcelle d'un document qui doit être conservé au-dessus de nos têtes. Je vais boire un peu d'eau, ça m'évitera de... Voilà, exactement. Donc la réalité de cette parcelle est attestée par les documents archivistiques, ce qui n'est pas tout à fait avéré pour la façade, qui forme le frontispice de l'Atlas, et qui est finalement assez connu, enfin peut-être l'avez-vous déjà croisé si vous êtes intéressé à ce sujet. Une façade d'un grand classicisme et un exemple même de façade parlante. Je vais reprendre assez rapidement la description très précise de ce plan qui est celle du manuel, tant elle vous explique l'état d'esprit qui est toujours celui d'Amoros à la fin de sa vie, quand il crée une institution privée et qu'il demande à ses amis de la Société libre des beaux-arts de lui créer la structure architecturale et la sculpture. 4 pilastres en forme de cipe soutiennent 4 têtes colossales qui représentent Hercule, Mercure, Minerve et Apollon. Le choix de ces têtes mythologiques a permis d'inscrire au-dessous de chacune d'elles les qualités qui étaient attribuées aux personnages qu'elles représentent et que l'on développe dans l'établissement. Ainsi, on lit sous la tête d'Hercule force, fermeté, résistance, courage. Et sous Mercure, agilité, vélocité, adresse, énergie. Vous pouvez peut-être lire. Je vous épargne la suite. Dans l'architrave, on a écrit gymnase civil orthosomatique. Ce dernier titre exprime mieux que celui d'orthopédique les influences générales de la méthode, je vous le disais. La frise est divisée en 3 compartiments pour recevoir les bas-reliefs dont les actions sont représentées par des enfants qui s'exercent aux différentes branches de la méthode. Le premier, à gauche, est destiné aux exercices de la force. Le second, qui occupe le milieu, représente les exercices où domine l'adresse. Et le troisième, à droite, marque les exercices de vélocité. Alors, c'est là que je voulais tout à l'heure vous faire le clin d'œil avec ce que nous avons vu dans le très bel hôtel du Faubourg Saint-Germain. Je ne sais pas si le sculpteur qui s'appelle Molknecht, qui est un sculpteur d'origine italo-germanique, si l'on peut dire ça, enfin, si dans la commande, Amoros avait encore dans le souvenir ces bas-reliefs de Clodion qu'il avait pu avoir sous les yeux. Je me plais à le penser, mais je n'en ai pas évidemment de preuves.
Les 4 triglyphes qui encadrent et séparent ces 3 bas-reliefs sont ornés chacun d'une grande couronne. Sur la tête d'Hercule, on voit celle de chêne, sur celle de Mercure, une d'olivier, sur la tête de Minerve, une couronne de laurier, et sur celle d'Apollon, la couronne de fleurs. Le fronton est orné de figures symboliques qui indiquent les actions bienfaisantes faites par des moyens gymnastiques pour prêter du secours à l'humanité souffrante ou en danger. Vous vous souvenez de ce que l'on demandait aux pompiers en s'exerçant à la gymnastique. Au centre, on voit un robuste gymnasien sauvant 3 personnes d'un incendie, gravitant sur un socle qui porte l'inscription suivante, qui est la plus essentielle de la méthode, c'est toujours Amoros qui parle, le but principal de la gymnastique est la bienfaisance. À côté de ce groupe principal, on voit un autre qui inspire autant d'intérêt et qui consiste en 2 élèves forts et adroits, qui marche sur une poutre et sauve une malade assise sur un brancard. De l'autre côté, on voit encore un gymnasien sauvant dans un sac 3 enfants qui ne peuvent se détacher quel que soit le mouvement violent qu'ils feraient et qui conduit un jeune homme par la main pour le guider au milieu des dangers qui l'entourent. Donc vous voyez, on va très très loin et Amoros cite parfois même les gymnasiens auxquels il fait référence dans la sculpture. On donne des prix de récompense à celui qui va se jeter pour aller sauver un noyé à la Seine, de celui qui va sauver des personnes dans un incendie. Donc ça n'est pas que de la sculpture. Et aux 2 angles latéraux du fronton, on observe 2 femmes qui enseignent l'une la méthode et l'autre la musique aux enfants qu'elles ont devant elles, ayant des attitudes différentes et gracieuses. Et enfin, on lit au-dessus de la porte l'axiome ancien de Juvénal, mens sana in corpore sano. Bon, j'arrête là, mais on propose même d'en rajouter encore des trophées gymnastiques. Enfin, c'est une façade qui n'en finit plus de parler, comme on le dit. Alors, il précise, il attribue cette façade à Moltknecht. Simplement, j'ai pu noter que dans le précédent gymnase de Grenelle, il avait parlé d'un sculpteur et ami, enfin du fils d'un sculpteur et ami qui s'appelait Barre. Et je vous cite ce qu'il disait de ce sculpteur. Il se présenta au gymnase très débile pour se fortifier, et il récupéra bientôt ses forces. Il voulut montrer sa gratitude au directeur en faisant sa statue et son portrait. Mais celui-ci, Amoros, accepta la bonne volonté de ce jeune homme pourvu qu'il changeât l'objet de son travail, et il lui proposa de faire un groupe représentant l'exercice de sauver 3 personnes pour qu'il pût servir à exciter l'ardeur de ses élèves pour le bien. Monsieur Barre travailla plus d'1 année, modelant les élèves le plus et le mieux développés qui suivaient les exercices, et il forma un beau groupe qui fut établi dans la classe couverte du gymnase normal militaire. Et j'ai une autre recension dans un autre texte de défense d'Amoros, là je viens de citer son manuel, où après une séance qui était assez traditionnellement lancée par des consignes qui étaient données en salle, on allait dans le parc et ensuite on revenait pour recevoir les récompenses. Avant de terminer la séance, monsieur le colonel Amoros nous a montré une statue demi-colossale en plâtre, représentant un élève du gymnase sauvant 3 personnes d'un incendie. L'inscription porte que la bienfaisance est le but principal de la gymnastique. Alors là, j'ai un problème, puisque il y a clairement une attribution au sculpteur Jean-Auguste Barre, qui est né en 1811, donc pour une statue en plâtre dont je ne sais rien à ce stade, et qui aurait été située aussi au gymnase de Grenelle, alors qu'Amoros lui-même attribue l'ensemble du décor sculpté de cette façade du gymnase civil et orthosomatique à l'autre artiste de renommée très reconnu par les cercles institutionnels, qui est Malknecht ou Moltknecht. Il y a des tas d'orthographes. Il est trop peu connu aujourd'hui. Voilà, donc je pense qu'il y a sans doute au moins eu une inspiration pour la figure centrale de ce fronton. L'ensemble de cette façade est malheureusement, enfin c'est toujours Amoros qui parle, est resté en plâtre. On n'a jamais pu la construire plus solidement. Et finalement, on a assez peu de preuves de l'existence de ce gymnase dans la rue Jean Goujon. Je vais vous montrer deux autres vues. Vous voyez, elles varient très peu. Il y a la porte de sortie qui disparaît. Donc ça, c'est dans le journal des artistes, qui est le journal officiel de la Société libre des beaux-arts. Je vous passe les détails, mais je pourrais vous repréciser également. Voilà, différentes vues, jusqu'à ce que je trouve cette
vue du musée Carnavalet, bipartite, avec des morceaux d'antique en bas que je vais rapidement attribuer, mais je voudrais d'abord vous montrer ce qui se passe en haut de l'image. Là où les historiens du sport ont longtemps présenté le gymnase de la rue Jean Goujon comme l'un des tout premiers gymnases où l'on pouvait s'exercer pleinement à l'intérieur, je retrouve, et avec vous, les éléments que vous pouvez sans doute nommer. L'octogone derrière la porte d'entrée, le portique et les mâts à droite, la porte de sortie. C'est une épreuve ici qui est avant la lettre. Vous voyez qu'il n'y a aucun texte nulle part, ni sous les pilastres, sous les cipes, enfin tout ce qu'on a pu voir à l'instant dans le fronton. Donc c'est vraiment très curieux. Nous n'arrivons pas, avec la collègue du musée Carnavalet, à bien savoir d'où vient cette gravure. Mon hypothèse, c'est qu'elle faisait sans doute partie d'un recueil gravé par Thiollet, où on a également présenté les découvertes archéologiques qui sont situées juste en dessous. Alors, je passe assez vite si vous m'accordez encore quelques instants, mais ça me semble assez intéressant. Ici, au centre, vous avez un chapiteau qui provient de... Excusez-moi, je me suis perdu dans mes notes et je ne voudrais pas faire d'erreur parce que c'est très facile d'en faire. Voilà, donc là, on est à Bassaé, en Morée. Je suis passé très vite tout à l'heure, mais quand on a vu la vue du parc de Saint-Cloud par Bacué, j'ai oublié de vous dire que cet artiste membre de la SLBA avait accompagné artistiquement l'expédition de Morée qui visait à défendre la Grèce contre l'Empire ottoman, qui avait eu, c'est beaucoup moins connu, la même logique que l'expédition d'Égypte pour la redécouverte des traces archéologiques. Et donc Bacué a peint, je ne vous en ai pas mis de représentation, mais on le voit dans la redécouverte de certains de ces éléments. Et donc ici, un chapiteau corinthien d'un temple très célèbre. Et pour terminer rapidement, un Atlante et des cariatides qui viennent d'autres endroits et qui sont en tout cas présentes dans des recueils. J'ai pu retrouver très précisément ces deux gravures d'Atlante et de cariatide dans un recueil italien de Luigi Canina, mais qui lui, par exemple, sur le chapiteau, a une gravure de beaucoup moins bonne qualité. Donc je suis encore à la recherche de la source de cette planche. Ça me paraît assez important pour pouvoir dater. Je vous ai déjà dit ce que l'on va voir en zoom. Voilà, vous avez compris. Alors en conclusion, je voulais aussi vous rappeler ce qui avait été retrouvé. Je vous ai montré cette vue du stade de Mécène qui était dit hippodrome au début de la conférence. Je voulais quand même faire ce petit clin d'œil à l'Héraune, un petit temple dédié à un héros qui se trouve au fond de ce stade de Mécène et qui n'est pas sans rappeler le gymnase que nous venons d'étudier. Il avait été rapproché par Pierre Pinon d'un autre célèbre projet de temple à l'égalité en 1794, qu'on va voir juste après. Vous voyez qu'il reprenait une façade parlante avec ses cipes et l'ensemble de ces ornements très en défense de l'égalité. Là, il ne s'agissait évidemment pas de défendre. Voilà, donc c'était un petit clin d'œil aussi à l'esprit du temps. Je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais il faut que je conclue. C'est parce que ce natateur, le chevalier, il est assez connu dans l'histoire de la natation parce qu'on apprenait à nager dans l'air, enfin en l'absence d'eau. Et Amoros s'attribue l'invention de ce natateur qui, un peu plus tard, dans les années 1850, dans le journal L'Illustration, est attribué à un certain Le Chevalier, dont je ne sais rien. Mais Amoros nous dit avoir installé cette machine dans la parcelle toute petite de la rue Jean Goujon et avoir dû la démonter en 1844, si je ne vous dis pas de bêtises, parce qu'on lui a raboté la parcelle, donc sans doute au moment d'installer l'impasse d'Antin. Et il doit se passer de machine jusqu'à la disparition. Enfin, le bail vient à son terme assez rapidement après. Voilà, donc ça, c'était simplement un clin d'œil. Et je conclus sur ces très belles images.
Donc quand il devient membre de la SLBA, Société libre des beaux-arts de Paris, fondée en 1830, Amoros est un homme dont la gloire a déjà atteint son apogée. Il a 60 ans, a conduit la destinée de la plupart des institutions gymnastiques et cultive les prémices d'une légende de créateur de la discipline qui a longtemps été répétée après lui. Alors, face au déboire d'une institutionnalisation imparfaite, il tente une œuvre plus personnelle, on vient de le voir. Il traduit sa pensée théorique d'une éducation physique dans des plans et élévations à vocation standardisatrice. Et ce pari me semble réussi du côté de l'institution, si on en croit la destinée de l'architecture du gymnase au sein de l'Académie des Beaux-Arts. À plusieurs reprises, au sein de cette institution, il est question de soumettre aux candidats au prix de Rome d'architecture le programme d'un gymnase. Il faudra 8 tentatives. Dès 1833, le gymnase est proposé au scrutin avec un panthéon ou une école militaire. Le sort désigne en 1833 une école militaire. En 1935, en 1936, en 1938, le gymnase figure parmi les propositions, mais n'est pas retenu à différentes étapes du scrutin. C'était d'une complexité sans nom, mais c'est-à-dire qu'on choisissait pour 3 projets pour ensuite les tirer au sort. En 1841, la proposition de programme s'intitule pour la première fois explicitement « Gymnase civil et militaire ». Ça n'est pas sans vous rappeler le projet que nous avons vu. En 1848, il est proposé avec un cirque, un lycée ou un hippodrome, mais c'est le Conservatoire des arts et métiers qui l'emporte, alors que le gymnase sortait premier du scrutin avant le tirage au sort. Il y a une 7e tentative en 1949, et c'est seulement à la 8e, le 7 mai 1852, qui verra triompher le programme soumis par Lebas, dont les 12 composantes rappellent en tout point le projet de gymnase normal de Francisco Amoros. Je ne vous les liste pas, mais sachez qu'il y a bien le bassin, couvert, découvert, l'hippodrome, les stades pour course à pied et à cheval, les galeries et les amphithéâtres, salles d'escrime. Il y aura en outre des vestiaires, 1 ou 2 bâtiments pour les bureaux. Les dépendances se composeront d'écuries, de remises, de magasins. Des fontaines et des plantations seront distribuées dans les diverses parties de l'établissement. La superficie totale du terrain sur lequel il sera projeté sera de 160 000 mètres carrés. C'est un petit peu moins de ce que l'on a vu projeté sur le champ de Mars, mais c'est à peu près ça. Et c'est ce que Ginin dessine. Alors vous voyez ici l'élévation, la coupe et le plan. Ça rappelle très fort le gymnase antique, et ça n'est pas sans rappeler les propositions d'Amoros. C'est donc 4 années après sa mort que le concepteur d'une architecture moderne gymnastique, comme il la qualifie, obtient la pleine reconnaissance de l'institution suprême, qui est l'Académie des Beaux-Arts. Lebas n'a eu, à mon sens, qu'à reprendre le programme qu'Amoros avait sans doute soumis à Gautier pour l'établissement du grand projet de gymnase normal. Le goût de l'antique pouvait triompher une dernière fois dans les esquisses des élèves, avant d'être surpassé par la vague de nouveaux sports d'équipe qui requièrent de repenser les architectures des stades et des véritables halles de sport telles qu'elles se développèrent dans la deuxième moitié de ce XIXe siècle. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ? Si vous voulez revoir les vues. Oui, c'est par rapport à la machine, l'octogone, je ne sais pas si j'ai bien compris. C'était inspiré de la pyramide des dômes, et on l'utilisait comment? C'est pas ça? Alors, ça, c'est une interprétation qui est très personnelle. Je vais vous montrer comment on l'utilisait. Ah, cette fois, ça marche, vous voyez, en arrière. Alors, où est-ce qu'il est, ce plan? J'aurais dû repasser très loin. Voilà. Donc il y avait la notion de franchissement qui était très importante, notamment pour les militaires. Enfin, la plupart de ces exercices, c'est comme ça que ça ne peut pas marcher. Bon. Non, j'ai pas le droit de me lever, sinon les micros vont se couper. Alors, il y a celle-ci. Donc là, le franchissement des murs dégradés, mais
on n'est pas à proprement parler sur l'octogone, qui est ici composé d'un palier et de barres qui sont suspendues à ces paliers. Et donc en fait, vous faisiez un cheminement à la main, il s'agissait de faire le tour de l'octogone en fonction de votre résistance et de rester le plus longtemps pendu par les bras pour avancer le long de... Voilà. Il n'y avait pas à proprement parler d'empilement d'homme à homme sur les épaules, comme on peut avoir en tête les sapeurs-pompiers le faire également, si je ne dis pas de bêtises, dans des démonstrations gymnastiques. Voilà. Néanmoins, on voit aussi, enfin j'ai des vues de ces mêmes pompiers sur l'octogone en train de faire les pyramides et de s'aider de cette architecture. Et je n'en ai pas parlé, mais on ne voit pas sur cette vue, mais il y avait des filets de sécurité. Et donc on autorisait les petites filles aussi à pratiquer, et elles avaient leur créneau réservé, puisque les mères de famille étaient rassurées par ces filets, et qu'Amoros était réputé pour les conditions de sécurité de l'ensemble de ces installations. Et ces cours de gymnastique étaient payants. Quand vous parlez là des petites filles, c'était des jeunes filles de bonne famille qui se rendaient à ces cours? Il y avait différentes modalités pour y participer. Donc pour les militaires, ça c'est l'institution qui vous y emmenait. Et il y avait des tarifs sociaux d'une certaine manière. Enfin, je ne l'ai pas mis là non plus, mais il y a des bons, à la fois pour participer aux cours, et on vendait des bons pour aller au spectacle, voir les démonstrations gymnastiques d'Amoros. Alors même qu'il dénonce la gymnastique qui est, à son avis, détournée pour des raisons de cirque. Enfin voilà, il moque un peu ce qu'il appelle les banquistes qui jouent avec des plateaux. Mais lui-même donne son institution au spectacle. Mais tout ça est très ritualisé et on y vient. On voit ça dans les guides pour les touristes. Et je ne vous ai pas parlé d'un chant qui est incroyable et qui mériterait d'explorer, c'est celui de la musique, puisque Amoros a fait écrire des cantiques par son ami qui s'appelait Bresse, dont on aurait pu parler. Enfin, il y a aussi des vues d'un monument à sa gloire. Et donc on venait entendre ces chants patriotiques qui étaient donnés au gymnase, entonnés. Voilà. Moi, tel que je me le représente avec les sources, c'était ouvert à différents, enfin, du prince royal jusqu'au bas peuple quasiment. Et les bataillons militaires qu'on voit à la fin du 19e siècle, est-ce qu'ils allaient aussi s'entraîner? Ou c'est deux choses distinctes? C'est la suite de l'histoire. C'est le bataillon de Joinville qui naît en 1852 et qui va beaucoup puiser dans ses ressources amorosiennes, mais qui... En fait, il y a un conflit au sein de l'administration. Le gymnase de Grenelle est fermé. Et c'est ce pourquoi, enfin je ne l'ai pas expliqué ainsi parce que j'ai été focalisé sur l'architecture, mais Amoros est obligé d'ouvrir son institution particulière parce que les institutions, et en particulier les militaires, se détournent de lui et s'appuient plutôt sur ses élèves pour fonder par exemple Joinville ou d'autres institutions. Et les bataillons scolaires, en fait, c'est plutôt à ça que je pensais. Ah, pardon, non, c'est moi qui n'ai pas utilisé le bon terme. Les bataillons scolaires, est-ce que c'est un peu plus tard aussi? C'est vraiment fin 19e? Oui. De toute façon, chaque fois, vous retrouvez des traces d'inspiration de ces exercices-là. Sur les bataillons scolaires, je ne saurais pas vous dire particulièrement. Oui, j'ai tout de suite pensé à Joinville, mais... Et il y a tout ce mouvement patriotique post-1870 qui va reprendre ses codes et reprendre sans doute des chants gymnastiques, enfin repuiser dans tout ce corpus. Et ça, on trouve beaucoup de sources, mais ce que je voulais aussi montrer, c'est qu'on a parfois mal interprété ce qu'Amoros dit lui-même sur le gymnase Goujon. La petitesse des parcelles, vous avez vu, ça ne permet pas de faire des grands exercices, et pourtant on reste en plein air. Et vous avez évoqué l'Allemagne. Est-ce que vous en avez trouvé ailleurs, Angleterre, j'imagine, qui est peut-être plus en avance sur l'enseignement de la gymnastique, les arts autour du corps? Alors, ça m'intéresse beaucoup. J'en ai déjà listé 200 pour la période enfin, un petit peu au-delà de la période qui nous concerne. Pour l'Angleterre, par exemple, je viens de découvrir la mention d'un gymnase de Chelsea,
Je ne sais pas de quoi il retourne, mais en tout cas, on est bien dans les années 1830. On connaît très bien, alors j'ai cité Yann tout à l'heure pour l'Allemagne, mais il y a d'autres gymnasiarques. Ils sont obsédés par la Scandinavie. Ce qu'Amoros dit, jalouse, c'est le Danemark, où il y a 4000 écoles et il y a un gymnase dans chacune des 4000 écoles. Et il dit c'est un État qui n'est même pas du deuxième ordre, pour dire son dédain, alors qu'il a défendu. Donc à la même époque, on a un gymnase triangulaire qui est célébrissime apparemment à Stockholm. Et l'INSEP m'a prêté un très joli ouvrage à son propos, mais il est en suédois, donc si vous voulez m'aider, je viens. Google Traduction ne suffira pas. Merci beaucoup. Vous mentionniez tout à l'heure les petites filles qui parfois utilisaient les installations sportives. Quelle place est-ce qu'il y avait dans les écrits d'Amoros pour les femmes et leur rapport à la gymnastique à l'époque ? Eh bien, merci pour cette question parce qu'elle est très importante et elle rejoint la Société libre des beaux-arts. Donc, elle est fondée en 1830. Je n'ai pas pris le temps de vous exposer ce que j'en savais déjà. Là aussi, j'ai commencé à exécuter une prosopographie des 600 membres de cette société qui renferme des sculpteurs, des peintres, des musiciens, enfin, vraiment pléthore de tous les beaux-arts et les amateurs. Et au tout début de la société, en 1831, se pose la question d'accueillir les dames artistes. Et donc, on réunit, chaque fois qu'on doit trancher une question dans cette enceinte, on réunit une commission. Donc, il y a eu une commission sur le gymnase Gouzon. Donc, la commission se penche sur la question du statut des femmes. Sous-entendu artistes. Donc, c'est pas tout à fait les petites filles, mais je pense que ça dit quelque chose de l'esprit du temps. Et à une ou deux voix près, on décide que les femmes ne seront pas de plein exercice dans la Société libre des beaux-arts. Elles vont avoir un statut qui est celui d'honoraire. C'est celui qu'on donne dans la société à Rambuteau, par exemple, qui est là parce qu'il est le préfet et qu'il peut assister à certaines séances, mais ne peut pas assister à l'ensemble. Donc, voilà la réalité des artistes femmes au sein de la Société libre des beaux-arts. Ça veut dire qu'on a quand même affaire à une sociabilité qui est assez ouverte sur ces questions, qui n'ose pas franchir le pas parce que c'est un club d'une certaine manière et qu'on n'y accueille pas les femmes. Donc, néanmoins, dans son manuel, il explique quelles activités sont possibles pour les jeunes femmes. Vous avez vu, j'ai mis en petit clin d'œil sur la première et la dernière diapo des exercices dédiés aux femmes. Ces vues viennent d'un ouvrage de Voarino qui s'appelle La calisthénie, puisqu'aujourd'hui, dans les pratiques contemporaines de gymnastique d'extérieur, il y a quelque chose qui est en poupe et qui s'appelle calisthenics, qui nous vient des États-Unis. En réalité, ça ne nous vient pas du tout des États-Unis, c'était la gymnastique qu'on réservait aux femmes à cette époque. Et vous aviez des manuels dédiés pour la jante féminine, parce qu'on s'exerçait en corset avec des grands jupons, donc il fallait adapter certains des exercices. Vous ne pouviez probablement pas pratiquer l'octogone, sauf à circuler le long de ces barres. Merci beaucoup. Une petite question pour les non-initiés. Quel est vraiment le saut, la différence, les apports du travail d'Amoros? Est-ce qu'il y avait de la gymnastique dans les milieux militaires avant lui en France? Est-ce qu'il y avait des gymnases déjà qui étaient dans la ville de Paris? Est-ce que lui, il en fait juste des ajouts de machines où il y a vraiment une nouvelle philosophie? Voilà, à quel point il est en rupture avec ce qui se faisait avant? Alors, il se veut très en rupture par les méthodes éducatives. En fait, je me suis assez peu intéressé à cette partie-là parce qu'elle est très étudiée. Il y a un agrégé d'éducation physique et sportive, Arnal, qui a parlé de révolution des mouvements et qui explique dans sa thèse comment Amoros s'est inspiré des idéologues pour traduire ce que l'on connaît par ailleurs, l'éducation de Pestalozzi. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est un pédagogue suisse qui a beaucoup influencé ces institutions d'éducation mutuelle notamment. On a vu Amoros tout à l'heure à Villaudon, gymnase Villaudon et Durdan, défendre l'instruction primaire. Là, il s'agit de repenser l'instruction pour la faire
non pas avec un maître et ses élèves devant la classe, mais avec des petits groupes qui s'auto-forment. Donc c'est sans doute ce qu'il devait pratiquer, enfin on le sait d'ailleurs par sa pratique, il formait des moniteurs qui avaient eux-mêmes des petits groupes de gymnastique en fonction de leur niveau. On forçait aussi, alors ça je ne l'ai pas mis non plus, mais c'est assez drôle, c'est-à-dire qu'il y avait des barres pour courir, et vous deviez tenir la barre, et vous aviez des lièvres qui tiraient cette barre. Donc je ne sais pas ce qui se passait si vous n'arriviez pas à suivre, c'est qu'à mon avis, vous lâchiez la barre en plein milieu et vous tombiez, enfin je ne vois pas très bien. Voilà, donc tout ça, c'est vraiment à rattacher aux innovations éducatives de ce début du 19e. C'est un champ que je n'ai qu'entre-aperçu, c'est vraiment pas ma spécialité là sur ma recherche, mais oui, il y a effectivement eu de nombreuses innovations, et donc c'est un calque en architecture de ce que l'on peut retrouver en pratique pédagogique. Bon, nous allons vous remercier à nouveau pour cette passionnante conférence. Merci beaucoup. Merci.